Enzo, surnommé le Commendatore, qui a su communiquer son amour et sa passion pour les voitures à son équipe, sa célébrissime Scuderia. Voici donc la fantastique histoire de ces bolides et de la fascination qui les entoure, de la Formule 1 avec Alain Prost à ses collectionneurs un peu fous, l'histoire d'une légende, d'un mythe et d'une passion, une histoire qui commence pour nous sur les Champs-Élysées. Lionel Chamoulot et Jean Cornu ont placé une caméra à l'intérieur d'une Ferrari. Et quelle Ferrari? La F40, livrée à l'admiration du public. Effet garanti, regardez. Ouais, bah c'est les F40. Ouais, il y a mieux. Hein. Le bâtard. Tu l'as mis. Vous en verrez qu'une dans votre vie, je vous le dis. T'as vu? C'est la qui? Ça, je sais pas. T'as vu? Est-ce que ça a la forme? Génial. C'est valeur dingue, ça. Oui, là tu dois te régaler. Fantastique. Ouais, 360 ans, la vache. Ne la touche pas. Tu prends en photo? Ouais, mais regarde, tu peux même pas mettre l'autoradio dedans. Oh là là. Enzo Ferrari, 1898-1988. Son nom est l'un des plus connus du monde. Sa vie, c'est la compétition. Sa carrière de pilote commence en 1919 pour s'achever modestement en 1932 chez Alfa Romeo. Ensuite, sous le nom de Scuderia Ferrari, il fait courir des Alfa. Le voici aux côtés du professeur Nicolas, le fondateur d'Alfa. 1947, la première Ferrari, la 125. C'est le premier rouge Ferrari, la légende commence. Le personnage se met en place. C'est un team manager exigeant, craint et respecté. Les victoires qui vont s'accumuler et les années qui vont le grandir transforment l'homme en un mythe. Était-il un génie visionnaire ou un despote tyrannique? En fait, il était dévoré par sa passion. Si je me souviens de lui, c'est toujours à son bureau, parce que son bureau, c'était sa vie. Il a travaillé tous les jours de l'année, le samedi, le dimanche aussi, et quelquefois le jour de Noël. Alors sa vie, c'était le travail, c'était son esprit, c'était la compétition, c'était les voitures qu'il a créées dans sa carrière. Alors je me souviens de lui surtout dans son bureau, et dans son bureau, il était le commandant du bateau. Le Commendatore. Vous entrez dans son bureau de Fiorano. Depuis sa mort, ici, rien n'a changé. Sur la cheminée, une photo de Gilles Villeneuve. Enzo Ferrari a consacré sa vie à l'automobile et son œuvre est reconnue et admirée par tous. Même Jean-Paul II, le temps d'une visite à Maranello, a troqué sa Papa Mobile pour un coupé mondial. 2 mois avant la mort du constructeur, Jean-Paul II est venu bénir les pilotes Alboreto et Berger et la Formule 1 rouge. Sur tous les circuits du monde, vous trouverez des supporters, des tifosi de l'équipe au cheval cabré. Parce qu'en Formule 1, il y a Ferrari et les autres équipes. C'est la doyenne des marques, la seule à avoir participé à tous les championnats du monde depuis 1950. Ferrari, ce sont des pilotes légendaires. Alberto Ascari, le grand Juan Manuel Fangio. Plus près de nous, Niki Lauda et bien d'autres, Enzo Ferrari ne voulait que les meilleurs. Ho avuto già occasione di dire che io
J'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire que je choisis mes pilotes pour l'émotion qu'ils me procurent plus que par raison. À quoi ça sert d'avoir un pilote qui n'est pas aussi rapide que son équipier? Ça ne m'intéresse pas. Mais cette volonté de gagner pousse parfois les pilotes au-delà des limites, comme Pironi et Villeneuve. De terribles accidents ont gravé la légende de la marque. Le malheureux Lorenzo Bandini meurt carbonisé dans son auto à Monaco en 1968. Jackie Hicks a lui plus de chance à Jarama en Espagne. Le Belge est indemne. Au Nürburgring en 1976, c'est le terrible accident de Niki Lauda. L'Autrichien sauvé in extremis par l'intervention des autres pilotes. 1982, Zolder, le corps de Gilles Villeneuve, est catapulté hors de son auto. Le plus Ferrari des pilotes Ferrari meurt sur le coup. Quelques semaines plus tard, son équipier adversaire, Didier Pironi, est grièvement accidenté en Allemagne. Fin d'une carrière. Et puis, l'année dernière, c'est Berger, le miraculé, qui échappe à la mort. La gloire et les larmes. La plus prestigieuse équipe de course et le plus talentueux des pilotes des années 80 devaient se rencontrer. Depuis les débuts de Prost, le Commendatore avait un œil sur la carrière du Français. Le mariage se fait finalement en 1990. C'est le mythe avec la légende. Et alors pour nous, il était toujours très bien considéré en Italie. En Italie, on a beaucoup de respect pour des pilotes mythiques à ce niveau. Et Prost, pour nous, ça représente la perfection. Et je crois qu'il est un peu moins aimé que des pilotes funamboliques comme Villeneuve, mais il est bien sûr beaucoup plus estimé. Être pilote Ferrari, c'est appartenir à une caste. Peu importe sa nationalité, il conduit une Formule 1 rouge, donc il est adulé. En Italie, les jours de Grand Prix, tout est bon pour apercevoir la course. Si à Imola et à Monza, plus de 200 000 personnes assistent à l'événement, on évalue à 20 000 le nombre des resquilleurs. Ferrari, c'est la folie. C'est une marque. De la montre au briquet, de la casquette au t-shirt. Cette écurie inspire tout le monde, y compris les artistes. Alors, au milieu de cette passion débordante, ce n'est pas toujours facile de conserver toute la rigueur nécessaire. Alain Prost est venu pour cela. Une équipe anglo-saxonne a beaucoup de succès parce que c'est très strict, il y a beaucoup de rigueur, comme c'était le cas aussi quand on était avec les Japonais ou les Allemands d'ailleurs. Les équipes plutôt latines ont tendance à être un peu plus relax et bien entendu dans le travail ça se fait sentir. Alors ce qu'il faut c'est essayer d'avoir un juste milieu entre le côté sympathique, l'ambiance qui de toute façon améliore les relations et automatiquement le travail, mais en ayant quand même une certaine rigueur. Et, bon, j'ai essayé d'apporter quand même la rigueur tout en essayant d'apprécier leur enthousiasme. Très vite, Alain Prost signe son arrivée. Deuxième course de la saison, il triomphe au Brésil. C'est la 40e victoire du Français et lui qui adore les chiffres, les statistiques et le palmarès, il offre à Ferrari sa 100e victoire en Formule 1 au Grand Prix de France. Ferrari, c'est 472 Grands Prix disputés, 103 victoires, 6 titres des constructeurs et 9 titres pour les pilotes. Le dernier remontant à 1979 avec le Sud-Africain Scheckter. Cette saison, Prost voulait amener le 10e succès. Tout s'est fini dans le sable au Japon. L'Italie a pleuré. Comme cet homme, il signerait Ferri, 84 ans, ancien chauffeur d'Enzo Ferrari. Il est toujours là, dans les stands, derrière les pilotes. Le Commendatore l'a couché sur son testament. L'écurie s'engage à l'amener sur chaque course jusqu'à sa mort. Tous ceux de l'équipe sont mes enfants. Ils m'appellent tous papa.
Il signerait Ferry, attend ce titre, peut-être l'année prochaine avec Prost et Alesi. Alesi, le 10e Français à piloter pour Ferrari. Gianni Agnelli, la Fiat, attendent ce titre. Gagner, c'est trop important. Ferrari représente pour nous un peu la religion, parce que si vous voulez, on est considéré un pays de pizza, de spaghetti, des choses comme ça dans le monde. Et Ferrari a démontré que l'Italie peut produire aussi de la bonne technologie. C'est ça le vrai problème, c'est ça qui a stimulé beaucoup l'orgueil des Italiens. La Formule 1, l'endurance, avec 9 victoires au Mans et toutes les autres compétitions, ont directement servi les voitures de grand tourisme. Voici l'usine de Maranello. 4 modèles différents et seulement une vingtaine de voitures par jour sont produits ici par les 1400 employés. Des employés très jeunes, formés au lycée technique Dino Ferrari. L'usine est calme. Au département moteur, chaque mécanicien signe son travail. Il en est responsable de A à Z. Le montage se fait en gants blancs. L'accouplement moteur-caisse de la fabuleuse F40. Il en sort 2 par jour des ateliers. La série est limitée à 1000 autos. Fin 91, sa fabrication sera terminée. La sellerie. Ici aussi, la finition est impeccable et artisanale. Entre le projet et la réalisation d'un modèle, 5 ans de travail, une production maximale de 4000 unités par an, une qualité mécanique et esthétique irréprochable. Pas étonnant alors qu'une F40 coûte 1,7 million, une Testarossa 1 million, une 348 et une mondiale 650 000 francs environ. Le prestige, cela se paie et cela se préserve. Fiat, l'actionnaire principal depuis 1969, l'a bien compris. Avec Fiat, je crois que il n'y a pas de problème. Ferrari est toujours une société qui a une très grande autonomie et a été conservée pour le moment. Et je crois pour le futur aussi, il n'y aura pas de problème. Les voitures qui sortent de cette usine sont déjà vendues depuis bien longtemps. Peu de constructeurs connaissent ce privilège. Ici, à Maranello, 14 000 habitants, tout est Ferrari. Les boutiques, les restaurants, les rues qui portent le nom des pilotes et la galerie Ferrari à la gloire du constructeur et de ses champions. L'esprit du grand homme qui repose à Modène est respecté. Toujours aller de l'avant, toujours s'intéresser au futur. La plus belle voiture, ce sera la prochaine. Le passé, lui, appartient aux collectionneurs. Nous sommes à Aubusson, dans la Creuse, sur la piste privée de Pierre Bardinon, un circuit de 3 km. Bardinon, entre 63 et 70, acquiert une 50aine d'exemplaires. Je ne vois pas comment on peut être collectionneur si on n'a pas un circuit automobile à proximité. Ça, c'est indispensable. Car quand les voitures ont un ennui technique, quand on veut les essayer, il faut avoir un circuit automobile. Vous ne pouvez pas avoir de vin si vous n'avez pas de cave. C'est évident. Sa seule collection complète, comme il le dit, 1000 miniatures et tous les modèles Ferrari. Bardinon est historiquement le premier collectionneur de la Scuderia. Les voitures ne valaient rien, ça ne valait même pas une voiture d'occasion de petite marque. J'ai donc acheté ce que je pouvais pour pouvoir les échanger ou dans le but de les revendre et d'acheter des voitures qui, elles, avaient un palmarès infiniment plus important. Mais quand vous dites que ça ne coûtait rien, ce serait l'équivalent de quoi, par exemple, à ce moment-là? Pour donner une idée, une 250 GT en 1963 devait valoir quelque chose comme 4 à 5 000 francs.
Aujourd'hui, cette auto vaut 9 millions. Chez lui, 30 Ferrari. Nous pourrons en filmer que quelques-unes. Dommage, la collection est fabuleuse. La Suisse, le refuge de la plus exceptionnelle représentation de Ferrari. Albert Obrist, il fait fortune dans le plastique, vend son affaire et se consacre en grande partie à sa passion. Obrist, c'est un historien de la marque. Il ne supporte que l'authenticité et la rareté. Il achète ses autos au prix du marché actuel, 7,5 millions pour une Formule 1 de 88, 50 millions pour une GTO 40. Il ne discute jamais une transaction et il suit son idée, sa quête. J'ai amélioré la collection tout le temps. J'ai vendu une voiture pour en acheter une autre. Mais maintenant, j'ai tout ce qu'il faut et plus. Et je dois terminer encore une dizaine de restaurations. Alors là, ce sera terminé. Mais ce sera terminé, c'est quoi votre but finalement alors? Mon but, c'est d'avoir fait la collection la plus représentative de la marque Ferrari. Pour l'entretien de ces 36 Ferrari, 3 mécanos, une secrétaire et demie, budget 3 millions de francs par an. Car parfois, certaines des perles que déniche Obrist sont à restaurer ou à refaire en l'état d'origine. Ce travail se fait à Modène. Pour nous, n'est pas une grande difficulté à trouver pas la documentation exacte, mais surtout la philosophie de la construction, parce que tout c'est très simple, tout il est fait bien sûr in modo artigianale, très artisanal, et il y a des choses pour la course qui doivent être finalisées seulement à la vitesse et à la légèreté del matériel. Et M. Fantuzzi connaît bien, son père a réalisé les carrosseries des Ferrari de course entre 1958 et 1965. Avec 2 anciens ouvriers de Maranello, il redonne vie aux championnes, comme à cette 250 TR qui gagna Le Mans dans les années 60. 1000 heures de travail, une fortune. Est-ce que vous trouvez normal qu'on dépense justement autant d'argent pour une voiture? C'est très difficile de répondre en une phrase. Est-ce que c'est normal qu'un Van Gogh vaut ce qu'il vaut? Moi, je suis de l'avis, si un Van Gogh vaut ce qu'il vaut, une Ferrari vaut aussi beaucoup d'argent, parce qu'une voiture, et surtout une Ferrari, c'est une œuvre d'art. Est-ce que vous, vraiment au fond de vous-même, vous savez pourquoi vous faites ça, au-delà du plaisir que vous avez vous-même? Écoutez, si vous ne me comprenez pas, je peux vous consoler. Moi, je ne sais non plus pourquoi je le fais. La principauté de Monaco. Samedi dernier avait lieu la 3e édition de Solo Ferrari. Un énorme intérêt pour une vente aux enchères unique. Des collectionneurs du monde entier réunis pour se disputer une vingtaine d'autos. C'est l'or rouge. Dans 1 heure, 90 millions de francs seront dépensés pour elle et pourtant la flambée des prix commence à se calmer. Le marché s'est tassé depuis le début de cette année. Un certain nombre de modèles, les modèles les plus courants ont même baissé.
Et les autres modèles, les modèles rares, ont stagné depuis un an. Mais je pense que les modèles les plus rares vont remonter parce qu'il y a à nouveau pas mal d'acquéreurs et donc de collectionneurs qui se sont manifestés, notamment pendant l'exposition de cette vente. C'est une voiture en excellent état de fonctionnement, dans un état exceptionnel et avec un passé historique. Et nous commencerons pour cette voiture à 8 millions, cette berlinette, 8 millions. 8 millions de francs pour commencer. 8 million francs to begin. A 8 milioni di franchi per cominciare. 12 millions. 12 milioni di franchi. 12 million francs. 500 000. À 12 millions 500 000. 13 millions. 13 millions. 13 milioni di franchi. À 13 millions, c'est entre vous maintenant à l'aller, 13 millions. 500 000. 15 millions 500 000. 15 millions 800 000. 15 millions 800 000. 16 millions 200 000. 16 millions 200 000. 16 millions 200 000. D'entre vous à l'aller, vous renoncez. 16 millions 200 000. C'est à vous. Maître, 16 millions 200 000. À 16 millions 200 000. 16 200 000 plus 11% en sus pour les frais pour cette 250 GT Cabriolet compétition dont il existe 13 exemplaires. Au cours d'une vente, un Japonais a acheté une GTO 60 millions. Une auto s'est négociée à l'amiable 100 millions, 10 milliards de centimes. Et ces merveilles sortiront de temps à autre à Modène ou ailleurs pour quelques tours à l'occasion d'un rassemblement des clubs Ferrari. Et puis, elles regagneront leur écrin. Daniel Marin, directeur de Ferrari France. Si vous pouvez vous offrir une Ferrari, il faut passer par cet homme et vous montrer très patient. Les carnets de commandes sont pleins. Notre pays reçoit moins de 10% de la production. En France, nous livrons 370 Ferrari par an. Donc, sur une production totale d'environ 4000 voitures, c'est pas beaucoup et c'est pas extensible, comme vous le dites. Et on doit évidemment, à un certain moment, freiner les commandes pour pouvoir livrer et avoir des délais à peu près corrects. C'est justement, il y a des délais, ils sont même assez longs quand même. Alors, actuellement, c'est combien à peu près? 3 ans. 3 ans. Mais enfin, si nous n'avions pas freiné, aujourd'hui, nous serions à 5-6 ans. Et là, c'est pas raisonnable. Alors justement, vous vendez à tout le monde ou vous sélectionnez pour faire attention un peu à ce qu'il n'y ait pas trop de spéculateurs qui soient sur les listes d'options? Bon, en priorité, on essaye de favoriser déjà l'ancienne clientèle Ferrari, disons celle qui était là avant. Les spéculateurs, évidemment, on essaye de les éviter, mais c'est quand même difficile. Écully, dans la proche banlieue de Lyon. Jean-Christophe Mode, 24 ans, attaché commercial. Tous les jours, Jean-Christophe passe devant le garage Ferrari France à 800 mètres de chez lui. De temps en temps, un coup d'œil dans la vitrine, c'est un fanat. Jean-Christophe participe à un concours, des questions sur Prost, sur Ferrari et la Formule 1. Facile pour lui, facile pour 250 000 autres personnes qui trouvent les bonnes réponses. Mais c'est lui qui est tiré au sort. Il gagne cette 348 TB, valeur 650 000 francs. Les premiers temps, c'est un plaisir intense, fou. On ne se pose pas de questions sur la sécurité, sur les emplacements où on peut la poser. Et puis plus le temps passe et plus on a des doutes, on n'ose pas la laisser n'importe où, on n'ose pas sortir à tout moment avec toutes sortes de personnes parce qu'on a tout le temps une crainte d'un problème quelconque. Vol, détérioration ou même accident banal. Tout le monde vous regarde, tout le monde vous sourit, ou vous montre du doigt, des choses comme ça. Et bon, c'est vrai que les premiers temps, ça fait plaisir, faut pas... c'est logique. Mais bon, plus le temps passe, donc, et plus on a envie de se sentir seul au volant, quoi. Non pas regarder ou voir, désirer par la voiture. Et bon, je sais pas si vous êtes marié, je connais pas votre situation, mais avec les filles? Avec les filles, ça se passe pas mal jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est un objet qui peut favoriser certaines choses. Je suppose que comme vous aimez la voiture, vous aimez rouler. C'est quoi comme sensation dedans? Comme sensation, c'est tout de suite une sensation de sécurité. On a l'impression qu'il ne va rien nous arriver. Et c'est une impression de sportivité. Lorsqu'on arrive à pouvoir avoir la place, parce que c'est très important de pouvoir rouler, de pouvoir accélérer, c'est là qu'on se rend réellement compte des possibilités de la voiture. Vous êtes monté à combien, par exemple? Entre la nous, gendarmerie va me regarder, mais non, mais j'ai réussi à la monter sur autoroute à 275 km/h.
Pendant un an, tout est pris en charge. Mais en 91, assurance, vignette, carte grise, révision seront à la charge de Jean-Christophe qui gagne environ 10 000 francs par mois. J'essaierai de la garder un maximum de temps, même en finançant ça de ma poche. Et bon, c'est sûr qu'un objet comme ça, surtout sans s'y attendre, on n'a pas fait l'économie, on n'a pas prévu, ça sera difficile. Mais enfin, je ferai tout pour essayer de la garder un maximum de temps. Vous avez vu un peu le budget que ça représentait? Ah, le budget assurance, vignette, carte grise, il faut compter 70 000 francs par an, quoi. Est-ce qu'on vous a déjà fait des propositions de rachat? Ah, tout à fait. Lors de la remise des clés de la Ferrari, au bout de... Je crois que j'avais tout juste les clés en main. Déjà, j'avais une proposition d'1 million de francs à l'époque. Donc je suppose que maintenant, il doit y avoir possibilité d'en tirer une dizaine ou une vingtaine de milliers de francs supplémentaires. De toute façon, pour un an ou plus, sa vie aura changé. Posséder une Ferrari, c'est ressentir le plaisir d'un gosse qui reçoit un jouet. Certains pensent qu'après la mort d'Enzo Ferrari, rien ne sera plus comme avant, que l'exceptionnelle aventure est terminée. Quoi qu'il en soit, les voitures rouges continuent d'attirer les petits garçons, de faire briller leurs yeux et de faire rêver les grands. Le mythe est éternel. Lionel Chamoulot, bonsoir. Je vous soupçonne de faire partie de ces fous de Ferrari. Je crois que c'est indispensable. Il faut aimer cette voiture. D'ailleurs, tout le monde l'aime, il n'y a pas d'ennemi de Ferrari. Et je crois que la plus belle formule pour parler de Ferrari, c'est M. Fantuzzi, le restaurateur là, de Ferrari que l'on a vu tout à l'heure, qui me l'a soufflé. Il a dit quand on monte dans une Ferrari, en fait, on ne monte pas dans une voiture, on monte dans une émotion. Et je suis assez d'accord avec lui parce que c'est vrai que c'est peut-être pas la voiture la plus facile à conduire, c'est peut-être pas la voiture la plus confortable, mais c'est parfait, c'est l'amalgame parfait de l'amour, de la compétition, de la voiture bien finie, qui a un moteur exceptionnel et une ligne aussi exceptionnelle. Ça vaut beaucoup d'argent, c'est vrai, une Ferrari, mais on la respecte. Et par exemple, cette voiture qu'on a laissée quasiment une après-midi sur les Champs-Élysées, des centaines et des centaines de personnes sont passées devant. C'est une voiture rarissime qui coûte 1,7 million. 1,7 million, c'est très très cher, c'est beaucoup d'argent. Eh bien, elle a été respectée, jamais une égratignure, personne n'a donné un coup de pied dedans. Au contraire, même, on l'a caressée, on l'a touchée, on l'a même embrassée comme on l'a vu. Vous l'avez conduite, vous, cette voiture? Je suis monté dedans et c'est vrai que c'est une grosse émotion. Oui. Vraiment? Vraiment, oui. On revient peut-être très vite sur la fin du championnat du monde de Formule 1, une fin un peu ratée, une fin un peu triste. Qu'est-ce que va faire Alain Prost maintenant? Je crois qu'il se pose pour l'instant beaucoup de questions. C'est vrai que son objectif, c'était de ramener le titre à la Scuderia Ferrari, le titre des pilotes, qui lui échappe depuis 1979. Et donc cette fin un petit peu triste, eh bien, l'a mis un peu en colère. Et puis il fait un petit point, un petit bilan sur sa carrière. Il se dit, ça fait 10 ans que je suis en Formule 1. En ce moment, ça ne se passe pas très bien avec la Fédération internationale du sport automobile. Il ne se sent pas assez protégé, la F1 devient un petit peu du stock car. Et puis aussi, il a des choses à mettre au point avec Ferrari. Il veut des conditions, de grandes conditions, pour rester chez Ferrari, pour être champion du monde absolument l'année prochaine et mettre après un terme à sa carrière. Votre pronostic à vous, Lionel Chamoulot? Moi, je crois qu'il aura finalement envie de conduire encore l'année prochaine parce que c'est un homme de challenge, un homme d'objectif. Il veut être champion du monde avec Ferrari pour partir en beauté. Donc je pense que si Ferrari lui donne satisfaction, il reprendra le volant l'année prochaine. Merci Lionel.